Bienvenue dans votre épisode pilote du projet de vie. Alors, c'est un aspect qui pour moi est extrêmement important parce que j'ai l'impression de m'être débattu ces 10 dernières années avec une question fortement existentielle qui est tout simplement pourquoi est-ce que je faisais ce que je faisais. Et j'ai eu le sentiment notamment que c'était important de trouver le moyen de discuter ou en tout cas de créer un cadre où je peux partager avec d'autres personnes qui vont m'aider à ce sujet, avec vous justement les péripéties de l'échec, de l'art d'échouer comme j'aime à l'appeler. Et aujourd'hui justement je vais avoir l'opportunité, on va dire, d'accueillir un ami, un mentor aussi, quelqu'un qui a eu à beaucoup m'écouter ou a beaucoup peut-être m'entendre me plaindre sur certains points, Patrice Bays. Alors c'est vrai que c'est pas le nom Ndiaye, mais bon, on va dire que c'est un nouveau Ndiaye qui s'installe. Donc merci en tout cas de nous rejoindre pour cet épisode pilote. On va pas trop tarder, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. L'optique c'est de vraiment parler à toutes ces personnes qui, dans le cadre de leur projet de vie ou dans le cadre de leur avancée dans la vie, à des moments ont des moments de doute de leur projet professionnel, de leur carrière, de leur vie, de ce qui se passe à la maison, de ce qui se passe au boulot. Et on veut créer un cadre dans lequel effectivement on peut peut-être trouver des pistes de solutions ou tout simplement des moments de réconfort en se rendant compte qu'on n'est pas seul. Alors Patrice, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode pilote. Merci de m'avoir invité. Ouais. Peut-être introduire, je vais te laisser me parler un peu plus de qui tu es. Alors, moi j'ai une perception qui est extrêmement, on va dire, spécifique. Pour moi, Patrice, c'est le profil qui est extrêmement impressionnant parce que, il est ingénieur de formation et il est extrêmement polyvalent. Il arrive à faire des choses que moi, j'arrive pas à faire dans le sens de justement toucher à beaucoup de choses et exceller dans différentes choses. Et peut-être que dans ta présentation, tu me diras comment tu arrives à toucher à différentes choses et exceller dans ces différentes choses. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors pour répondre tout de suite à ta question, mon avantage c'est là, j'ai eu plusieurs vies, ce qui permet d'explorer différentes possibilités. J'ai eu plusieurs métiers, ce qui fait qu'au bout d'un moment, toutes mes expériences se complètent et s'accumulent. Donc aujourd'hui, je sais faire plein de choses, mais parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire des choses aussi. C'est ça l'essentiel. Sinon, pour revenir à mon parcours, déjà, je suis né en Afrique, je suis né en Algérie, et j'ai fait des études d'ingénieur, effectivement, en France. Et après, je me suis lancé assez rapidement, on en reviendra peut-être dans le détail, dans la création d'entreprises. Et j'ai eu différents parcours jusqu'il y a pratiquement 20 ans maintenant, venir au Sénégal tenter une nouvelle aventure de vie. Excellent. Et justement, l'ingénierat pour toi, est-ce que c'était une vocation? C'est vrai que pour moi, cette question, elle revient très fréquemment quand je parle à des parents, quand je parle à des étudiants. La question de la vocation. Déjà, est-ce que tu peux nous aider à peut-être définir c'est quoi une vocation et est-ce que toi, tu as eu une vocation? Alors, depuis ma tendre enfance, on m'a toujours dit que j'étais bon en maths et tout ça. Et c'était. Alors, est-ce que c'est une vocation? Pas encore, mais c'est déjà des facilités, on va appeler ça, ou des dons, des facilités. Je te donnais l'exemple tout à l'heure et je vais le reprendre. Par exemple, quand j'étais avec ma petite sœur à l'école maternelle, quand on se comportait bien, on nous donnait des bonbons. Elle donnait, quand on lui donnait un bonbon, comme elle aimait bien son petit frère, elle le gardait pour le partager avec moi pendant la cour de récré. Et moi, qui étais plus malin, quand on me donnait un bonbon, j'en demandais un deuxième pour ma sœur. Et comme ça, on avait chacun notre bonbon et non pas la moitié d'un. Et ça a toujours été comme ça. Ma mère me disait que je comptais les trucs sans arrêt, c'était intuitif. Qu'on a fait en CM2, il y avait une expérimentation sur plein d'écoles, des milliers d'élèves dans 3 arrondissements à Paris. Je suis arrivé premier dans les classements et tout ça. Donc j'avais des facilités, c'était clair. Les profs me le disaient, etc. Après, dès la 3e, j'ai remarqué que j'aimais bien les calculatrices, les ordinateurs, etc. Et donc j'ai voulu choisir une matière. Moi, j'ai commencé à développer des jeux vidéo en première avec un de mes amis. Et on adorait ça, on ne comptait pas notre temps. Donc là, on sent qu'il y a un truc qui est peut-être la passion au début, mais qui peut se transformer en vocation professionnelle. On est bien, on a des facilités à faire ce qu'on fait, et on est bien quand on le fait, on se sent bien et on a du plaisir à le faire.
Et quand on a du plaisir à faire son travail, le travail, c'est plus du travail, c'est ça qui se passe. Et donc c'est comme ça. Après, bon, quand on est jeune, on a une difficulté, c'est qu'on découvre la vie, on a une soif de vie, on a plus envie de s'amuser que de travailler. Moi, j'ai failli, après mon bac, arrêter parce que j'avais des copains qui faisaient plein de choses beaucoup plus intéressantes que les études. C'est ma mère qui m'a dit, viens là, toi, tu as des capacités, tu vas faire une école d'ingénieur. Et comme c'était cher et qu'elle s'engageait financièrement, par respect pour elle, je m'y suis mis et je me suis dit que mon devoir, au moins, c'était de respecter ma parole, mon engagement et d'aller jusqu'au bout. Et je la remercierai jamais assez de m'avoir ouvert l'esprit sur ces études qui m'ont beaucoup apporté. Je remercierai jamais assez mes profs aussi qui m'ont ouvert des pans de connaissances qui étaient insoupçonnés. Voilà. C'est vrai que c'est extrêmement intéressant ce point. Est-ce que la vocation, donc finalement, ça se décrète? Parce que j'ai l'impression finalement les parents jouent un rôle non négligeable, l'environnement joue un rôle non négligeable, le bagage aussi génétique joue un rôle négligeable, donc non négligeable plutôt. Donc finalement, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, la vocation. Alors moi, j'ai eu une grande chance, c'est que j'avais un père qui était très ouvert, qui me disait, et qui disait la même chose à ma sœur, quoi que vous fassiez, si je sens que c'est votre vocation, c'est quelque chose que vous aimez, et je fais la même chose avec mes filles aujourd'hui, je vous soutiendrai. Il n'y a pas de saut métier. Faites ce que vous voulez, du moment que c'est sincère et que je sens qu'il y a un engagement et que vous bossez, je vous soutiendrai. J'ai eu cette chance-là, donc j'ai pu choisir. Maintenant, il y a des personnes, c'est un peu plus compliqué parce que, admettons que le papa soit avocat ou militaire ou des métiers comme ça qui ont une présence assez forte en général, ou chef d'entreprise, ils aimeraient bien que les enfants prennent la relève ou suivent le modèle parental. Et là, c'est des vocations empruntées, c'est des vocations forcées. Et donc la personne peut être par éducation, culture ou parce que... Voilà, par la pression familiale, se retrouver dans un chemin professionnel qui est une vocation, mais qui ne correspond pas forcément à ses goûts ou à ses aptitudes. Et je pense que les vraies vocations, je vais appeler ça des vocations naturelles, c'est celles qui émergent des aptitudes que l'on a, peut-être génétiques, et des goûts aussi qui nous sont donnés par ce qu'on découvre dans la vie. Et je trouve ça extrêmement important parce qu'il arrive justement que l'on souffre à 40 ans ou même plus tard hein, de... cette mauvaise gestion de ces moments où, soit parce que les parents n'ont pas su, en tout cas, jouer un certain rôle, ou encore parce que l'environnement n'a pas permis que. Et donc finalement, la construction d'un projet peut s'envisager. Est-ce que toi, de ton côté, tu as eu à te projeter ou est-ce que c'est venu naturellement? Bon, je pense que quand on a fini ses études, il faut un projet. On ne peut pas dire on était à quai, on était sur la terre ferme et maintenant on se jette à l'eau, on prend la mer, on a un bateau, il faut un objectif, il faut tenir un cap, il faut un projet. Ceux qui n'ont pas de projet tournent en rond. On se laisse balloter par les vents, par les vagues et on va tourner en rond, on va faire du surplace, on n'avancera pas. Donc il faut quand même, il y a des gens qui ont la chance de découvrir leur vocation naturelle rapidement, ils veulent faire de la photo, ils veulent faire du dessin, ils veulent faire du cheval, ils veulent faire je ne sais pas quoi. Et être mathématicien ou quoi. Et là, le chemin est tout tracé pour eux. Ils vont se battre pour atteindre leurs objectifs. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Malgré tout, si on ne sait pas ce qu'on veut faire, le premier conseil que je vais dire, ça va être de suivre ses études le plus tard possible, le plus longtemps possible pour se spécialiser le plus tard possible si on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire. Donc suivre des études ou un tronc commun assez généraliste et se spécialiser le plus tard possible si on ne sait pas. Si on n'a pas cette chance de suivre des études, c'est au moins se fixer un cap. Après, en cours de route, on peut changer d'idée, il peut y avoir des opportunités et tout ça, mais on ne peut pas prendre la mer sans savoir où on va, quoi. Moi, fréquemment, avec mes étudiants, justement, j'ai ce type de débat sur l'importance, en tout cas, de savoir faire la différence entre le projet professionnel et des certitudes. Un projet professionnel n'est pas une certitude, mais j'insiste sur l'importance au moins de se projeter, surtout quand, justement, on n'a pas eu la chance d'avoir une vocation. Et je pense aussi que dans la vie, il est extrêmement important, malheureusement j'ai l'impression que ça arrive tard dans la vie, l'humilité de se rendre compte qu'on n'est pas exceptionnel. J'ai l'impression en tout cas que beaucoup des jeunes que je rencontre, et moi le premier, je pense qu'il y a un moment dans la vie où je me croyais exceptionnel. D'ailleurs, moi aussi. Et j'ai l'impression que c'est peut-être l'une des premières choses à casser. Bon, ça c'est parce que ta maman t'aimait trop. Vraisemblablement ça vient de là. On est toujours le trésor, on est toujours le plus beau, le plus intelligent, le plus fort. Même mon grand-père me disait, toi, au moins, toi, tu vas réussir, alors qu'ils ont tous des carrières qui sont respectables.
Mais souvent, on est trompé par l'environnement familial qui nous prête des compétences qu'on n'a pas. Souvent, les petits derniers, c'est encore pire, etc., quoi. Donc, le premier apprentissage de la vie. Alors, ce qui se passe, c'est que si je reprends un peu la vie depuis le début, on va dire, mais je vais commencer à la puberté. À la puberté, il y a un vrai changement radical dans la vie, c'est que on a un excès hormonal, on a des changements et on se sent très fort. En tout cas, en tant que garçon, je sais que pour les femmes, c'est un peu plus difficile et ça se passe différemment. On se sent tout puissant, on va dire, surhomme, et on croit que le monde nous attend et qu'on est capable de tout faire. On se croit invincible et on se voit conquérant du monde et sans limite. Et assez vite, on déchante, mais il y a des gens qui prennent beaucoup de temps à se rendre compte, à connaître leurs limites. Et je crois que la force, tout le monde a ses limites, ça, il faut en avoir conscience, et que la force, c'est de les connaître et de rester à l'intérieur de ses limites. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se surpasser, essayer de les pousser, tout ça, c'est pas ça que je veux dire, mais il ne faut pas se tromper de voie et aller dans un métier ou dans une direction dans lesquelles on n'est visiblement pas fait pour. On n'est pas fait pour ça parce que le fait d'avoir, de réussir, je ne parle pas de réussite financière. Réussir, c'est quoi déjà? Réussir, c'est être bien dans ce qu'on fait. C'est pas forcément gagner de l'argent, c'est faire un métier qui nous plaît, d'être bien chez soi, etc. C'est choisir une direction dans laquelle on a des facilités, c'est d'être la bonne personne au bon endroit. C'est là où on est bien. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose pour lequel on est doué. Mais quand on se retrouve par méconnaissance de soi-même, de sa propre personne, à se retrouver à avoir eu des aspirations qui sont contraires à ce qu'on est, eh ben, on va être mal très, très vite et on va avoir ce doute, etc., qui va nous envahir parce qu'on sera dans une mauvaise direction. Et des fois, hélas, il faut beaucoup de temps. Il faut passer par pas mal d'échecs, pas mal de remises en cause pour savoir enfin qui on est, pour pouvoir choisir quelque chose qui nous convient. C'est pas évident. J'aime beaucoup, en tout cas, c'est fin parce que je suis totalement d'accord. Pour moi, le chemin, c'est l'échec. La construction se fait par l'échec. Et moi, ma génération, justement, cette génération des millennials, malheureusement, qui a grandi avec les réseaux sociaux et qui a grandi avec cette obsession de la comparaison. Et quelquefois, effectivement, cette obsession de la comparaison qui nous amène à prendre les mauvais, à se comparer ou à s'assimiler aux mauvais référents, fait que finalement, on pose des standards qui sont totalement illusoires. Et dans la construction du projet professionnel, j'ai l'impression que cet aspect, réussir à le casser très tôt, c'est extrêmement important. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être au début de la trentaine que j'ai commencé à accepter que je n'étais pas exceptionnel. Ce qui veut dire que j'ai, pendant toute ma vingtaine, été dans une dynamique où je me pensais exceptionnel. Et je trouve effectivement extrêmement important de savoir vivre avec ces éléments en termes de c'est le plus difficile. De vivre avec ses limites, c'est le plus difficile. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'avant, les gens avaient des carrières, on pouvait dire, tracées. Si on prend la génération d'avant, les gens pouvaient faire 20 ans, 30 ans dans une même société. Aujourd'hui, le monde est tellement imprévisible. De plus en plus, on va tenter des expériences, on va changer de branche. Et là, du coup, on ne va pas réussir comme les modèles qu'on avait. Et donc, on va avoir beaucoup de périodes de doute. Ça, c'est clair. Mais bon, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et l'échec... En fait, moi j'ai un ami à moi qui disait toujours « la deuxième fois, c'est con ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le droit de se tromper une fois. Tout le monde a le droit à l'erreur, il n'y a pas de problème. L'erreur est humaine. Ça, il faut en avoir conscience. On peut se tromper, on a le droit de tromper. Et il faut se tromper pour comprendre certaines choses. Par contre, si on fait 2 fois la même erreur, si on reproduit le même schéma dans son projet professionnel, dans le fait de monter une boîte en refaisant les mêmes erreurs ou ce genre de choses, là on devient bête. Parce que l'important, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de tirer la quintessence de ces erreurs pour se renforcer, en tirer de leçons et ne pas les reproduire. Je ne dis pas qu'il faut apprendre par l'échec parce qu'il y a 1000 façons de se planter, ce n'est pas ça le problème. Si on ne peut pas directement aller là où il faut se dire que ce n'est pas grave si on se plante, mais il ne faut pas se replanter de la même façon. Ça, c'est vraiment fondamental aussi. C'est l'entendement que j'ai quand je parle effectivement de l'échec comme étant le chemin. Et justement, parlant des moments de doute, est-ce que, une fois que la vocation elle est posée à ton niveau et que justement le cycle ingénieur est obtenu, est-ce que dans le cheminement à ton niveau, quand on parle du projet de vie, donc englobant à la fois le projet personnel, professionnel, il y a eu des moments de doute
sur le choix de carrière ou les choix professionnels? Bon, déjà, moi, j'ai commencé très tôt. On m'a presque forcé à monter une boîte avec des gens qui avaient 20 ans de plus que moi. Et quand j'avais 25 ans, c'était le patron de la boîte qui m'avait pris comme stagiaire et son expert comptable. Donc, j'étais entouré de gens 2 fois plus vieux, qui avaient 2 fois mon âge. J'ai senti très vite que j'étais pas vraiment fait pour ça au départ parce que j'avais beaucoup de lacunes. Donc j'ai été lucide néanmoins, j'ai vu que j'avais un profil super technique en tant qu'ingénieur et que quand on monte sa boîte, il faut avoir quelques compétences en gestion d'entreprise, en marketing, vente. Et donc je suis allé chercher, et ça a été un acte de lucidité qui a été très important pour la suite, je suis allé chercher d'autres études complémentaires en cours du soir. Et du coup j'ai fait une maîtrise de marketing au CNAM et tout ça, et ça m'a permis d'avoir cette double formation. Et là, j'ai vraiment fait quelque chose de bien parce que même aujourd'hui, je sens encore que cette double formation a été essentielle dans ma carrière. Ça, c'est important. Après, j'ai eu un gros doute parce que j'étais pas du tout fait pour du commercial. Et on me disait, bah ouais, mais t'es chef d'entreprise, c'est toi le premier vendeur de ta boîte, etc. Et moi, je supportais pas ça. Et là, j'étais vraiment... je vais pas dire que j'ai laissé ma boîte se casser la figure, mais... je ne me sentais pas à la hauteur, ou je sentais quelque chose qui était très désagréable, que tout le monde connaît un jour ou l'autre, c'est de devoir faire des choses qu'on n'aime pas faire pour pouvoir réussir. Là, on est pris dans une sorte de contradiction et de paradoxe qui fait qu'on ne s'en sort jamais, quoi. Pourquoi? Parce que j'étais pas, peut-être à cet âge-là, maintenant j'ai changé, mais j'étais pas à ma bonne place. Sinon, je me poserais pas ces questions de doute et est-ce que je fais, est-ce que je fais pas. Voilà. Et c'est vrai que tu as évoqué un point important, c'est notamment le début de ta carrière, parce que il y a un aspect, d'ailleurs, on en parlait en préparant l'émission, c'est un peu les premières expériences professionnelles et leur importance. J'ai un ami, Abdelkhad de Volcano d'ailleurs, qui me disait que lui, il pense que par exemple, les stages, c'est vrai que ça peut être extrêmement important pour justement des jeunes qui entrent parce que en vérité, même s'ils ont fait une formation ou ils ont choisi une filière, c'est toujours différent. C'est pas la même chose que de mettre la main à quelque chose et de commencer à vraiment tester. Quelle est pour toi l'importance effectivement des premiers moments ou des premières expériences professionnelles? Moi, j'étais dans une école d'ingénieurs où, au niveau de la direction, ils étaient géniaux. C'était vraiment des gens qui réfléchissaient beaucoup à plein de choses. Et déjà, la première chose qu'ils nous avaient dit, c'est que ne vous faites pas d'illusions. Tout ce que vous avez appris, quand vous allez sortir de l'école, ça sera dépassé. Ça, c'était le premier constat. En 5 ans d'études, l'école, les technologies informatiques évoluent tellement vite que ça sera complètement obsolète. Donc, on ne va pas vous apprendre des choses, on va vous apprendre à apprendre. Comme ça, toute votre vie, vous saurez apprendre des nouvelles choses. Et ça, c'était déjà un premier constat très lucide et très pertinent de leur part. Le deuxième, c'est qu'avant d'obtenir le diplôme d'ingénieur, on devait faire un stage minimum de 10 mois en entreprise. Et moi, j'ai découvert la vie d'entreprise à 23 ans, ou je ne sais plus quel âge exactement. Et là, j'ai appris plus que j'avais jamais appris en 2 ans d'études. Mais j'ai appris dans un domaine que je ne soupçonnais pas, qui étaient les soft skills, on va dire, c'est-à-dire le relationnel, les rapports avec les gens, tout ça. Sur le plan technique, mon stage en entreprise m'a absolument rien appris. J'étais dans une société de négoce. Le plus haut niveau qu'ils avaient, c'était BTS. Moi, j'arrive ingénieur, j'étais le gourou. J'étais le gourou, tout le monde venait me voir pour les problèmes techniques. Pour moi, c'était du niveau terminal. Les gens me regardaient comme je ne sais pas quoi, comme un extraterrestre. Et parce qu'ils n'avaient jamais eu d'ingénieur. Puis en plus, j'étais bien frais, bien formé. Par contre, j'étais un novice, un débutant en tout ce qui était autre. Et je dois dire que mes 10 ans, l'insertion professionnelle, le travail en équipe, la présentation, les réunions, on m'a amené chez les clients, voir les clients, discuter avec eux, être crédible, tout ça. Et j'ai appris énormément de choses. Et ça, c'était vraiment, vraiment enrichissant, quoi. Et je pense que c'est fondamental. Je pense que c'est une grosse erreur de mettre des étudiants sur le marché du travail, dans la vie active, sans avoir fait des stages de longue durée qui leur donnent un comportement professionnel, parce qu'on apprend aussi à se comporter de façon professionnelle. Et la déontologie, l'éthique dans le milieu de travail et tout ça, ça s'apprend pendant les premiers mois de stage. C'est fondamental. On ne peut pas considérer qu'un diplôme, il est purement théorique, c'est pas vrai, quoi.
Et je suis totalement d'accord. D'ailleurs, je pense qu'un des aspects les plus importants dans l'insertion professionnelle, c'est effectivement les soft skills. Et justement, au début, vous avez évoqué le fait que vous aviez plusieurs vies. Est-ce que justement, il y a des erreurs qui ont fait que vous êtes retrouvé à avoir plusieurs vies? Est-ce que c'est parce que aussi, ou dans ces différentes vies, est-ce que tu dirais qu'il y a des erreurs que tu voudrais que les gens ne reprennent pas? Moi, je me tourne rarement sur le passé, je suis toujours tourné vers l'avenir, donc les erreurs, j'ai fait une erreur qui ferait qu'aujourd'hui je ne serais pas là en train de travailler, mais je serais riche, parce que j'avais monté, je ne sais plus dans quelles années, une start-up avec des amis, mais on avait déjà une grande expérience professionnelle. Ça marchait du tonnerre de Dieu, on a du capital risque qui est rentré de la Caisse des dépôts en France, et puis j'en ai eu marre, j'ai fait un burn-out. Après 2 ans on était 7. Quand on a monté la boîte, c'est 2 boîtes qui mixaient. 2 ans après, on était 43, donc on embauchait presque chaque mois, enfin comme ce qu'on voit à la télé, quoi. On prenait un étage de plus dans l'immeuble où on était, et ce qui fait que ça allait à toute vitesse. Et moi, j'adorais le côté artisanal du début, mais le côté industriel de la fin, je ne supportais plus. Les rapports avec les gens, le travail avec des gens que je ne connaissais pas, tout ça, ça ne me plaisait pas. Et j'ai pris la décision de quitter mes associés, alors qu'on avait beaucoup d'argent en capital. Rien que parce que la Caisse des dépôts était rentrée, nous avait, enfin bon, par plein d'artifices financiers, on avait beaucoup d'argent en capital. Et moi, j'ai décidé de quitter. Et eux, ils m'ont dit, t'es bête, va-t'en, mais garde tes actions au moins, parce que ça va prendre de la valeur. J'ai dit non, je veux faire autre chose, je veux changer ma vie. Et ils ont vendu la boîte, je sais pas, 3 ou 4 ans après, 10 millions d'euros. Ce qui fait que je me serais retrouvé en CFA avec 700 ou 800 millions, avec ma petite part d'actions facilement, et je ne serais pas là. Mais bon, c'est une erreur, mais ce n'est pas vraiment un échec parce qu'en contrepartie, je suis venu au Sénégal, j'ai eu plein d'autres aventures, donc l'argent n'est pas toujours la priorité, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a un âge à partir duquel on accepte que justement on va avoir plusieurs vies et que la vie n'est pas un long fleuve tranquille justement et que c'est important peut-être même de l'intégrer? Alors ça dépend des tempéraments, hein. Tu as des tempéraments sécuritaires et tu as des tempéraments aventuriers. Tu as des gens qui ne supportent pas de faire toujours la même chose et qui aiment bien les nouvelles choses. Et tu as des gens, c'est exactement le contraire. Ils aiment bien toujours faire les mêmes choses, ça les rassure. Moi, j'ai quand même, en général, ces gens-là, soit ils font des longues carrières dans des boîtes uniques, soit ils plafonnent à un seul poste. Les aventuriers, c'est des gens qui vont tester des choses, qui peuvent s'ennuyer vite là où ils sont, parce qu'ils ont soif de nouvelles expériences, mais évidemment, ils prennent des risques et vont se casser la figure. Donc, moi, j'ai quand même ma philosophie de vie, c'est ce que j'inculque à mes enfants, c'est n'écoutez pas vos peurs, écoutez votre courage. C'est-à-dire que à grand risque, peut-être belle réussite. Faut risquer dans la vie. Je veux dire, quand on a, qu'est-ce qu'on risque finalement? En général, c'est pas grand-chose. Il faut mieux risquer pour se créer ou saisir des nouvelles opportunités que d'écouter ses peurs et de ne rien faire. C'est vraiment quelque chose d'important dans la vie, quoi. Alors, pour finir, est-ce que tu penses qu'il y aurait justement des habitudes à construire pour justement se donner des chances de pouvoir faire face un peu aux challenges on va dire de la vie moderne, hein? C'est que, comme tu l'as dit au début, les compétences vont et viennent, elles ont une durée de vie. C'est impossible aujourd'hui quasiment d'envisager une carrière tranquille. Donc, quelles sont aujourd'hui, selon toi, les qualités qui peuvent permettre de faire face un peu à cet environnement VUCA, vulnérable, incertain? Tout à l'heure, je donnais un principe qui était vraiment important, qu'on m'avait inculqué à l'école, qui passe par des fondamentaux pédagogiques assez subtils, c'est d'apprendre à apprendre. Moi, j'ai vu dans l'informatique, je ne sais plus en quelle année, en 88 ou 89, j'ai dû avoir mon diplôme, les gens qui n'ont fait qu'une seule chose, qui se sont mis dans des carrières, par exemple, ils ont connu qu'un seul langage ou une seule technologie, ils sont devenus obsolètes. Et là, ils sont morts sur le plan du marché du travail parce qu'ils ne connaissent pas autre chose, hein. Donc, ce qui est important, c'est de se tenir à l'écoute de tout ce qui arrive, de suivre les avancées technologiques, de rester ouvert et donc de rester humble parce que ce qui se passe, c'est que l'expérience nous renforce dans nos connaissances et au bout d'un moment, on a du mal à se remettre en cause parce qu'on est convaincu d'avoir raison sur plein de choses parce qu'on est, plus on vieillit, plus on est affaire à des gens qui sont inexpérimentés. Mais en fait, il faut toujours se remettre en cause pour se laisser ouvert au changement
aux ruptures technologiques, aux métamorphoses. Donc ça, c'est vraiment un conseil, c'est de se dire... Et puis, il y a une autre chose, moi, qui a caractérisé tout mon parcours, c'est de me dire qu'il n'y a rien d'inutile. Il y a plein de gens qui disent « ouais, ça ne m'intéresse pas, c'est pas inutile ». Mais moi, je dis exactement le contraire. Je dis « tout sert à tout ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'apprends ça, demain, j'apprends ça. Et puis peut-être un jour, je ne le sais pas encore, mais ces deux choses vont me servir à faire quelque chose. Le troisième, elles vont me donner un avantage. Donc tout sert à tout. Apprendre à apprendre, tout sert à tout, c'est vraiment quelque chose d'important. Il n'y a pas de mauvaises expériences. Il n'y a pas de mauvais métiers. Il faut prendre ce qui est bon partout, quoi. Je suis vraiment en train de finir, mais justement sur ce point, par exemple, je dirais que ma génération est une génération de slashers. Ils ont beaucoup de mal à se définir. C'est pour ça qu'au début, je disais que je trouvais que tu avais un profil extrêmement impressionnant. La facilité avec laquelle je te vois, on va dire, aborder une nouvelle compétence à l'acquérir, ensuite être à l'aise avec. Après, je ne sais pas si justement ton profil d'ingénieur facilite, mais est-ce que justement c'est donné à tout le monde de pouvoir développer Bon, on parlait tout au début des dons. Moi, j'ai mon oncle, le petit frère, qui est major à Polytechnique, qui a fait le CERN. Enfin, il y a des familles de musiciens, il y a des familles de mathématiciens ou je ne sais pas quoi. Moi, je suis un peu là-dedans. Mon père aussi, j'ai toujours été très impressionné par les capacités intellectuelles de mon père. Donc, il y a ça. Il y a ça au début. Ça, c'est un don, c'est une facilité, c'est un avantage, quoi. Donc ça, c'est important. Après, alors c'était quoi le... Parce que justement, si on est slasher, c'est que slasher, ouais. Par exemple, on a du mal à se définir comme juste ça. On est ça, on est ça, on est ça. Toi, tu es ingénieur de formation. Oui, voilà, c'est sur l'apprentissage, ouais. Je sais que par exemple, tu excelles, ton monde, c'est peut-être l'audiovisuel, mais je sais que tu as touché à l'informatique, tu as touché un peu même au droit quelque part. Oui, ici, ouais. Non, je pense que il y avait des facilités. C'est là où je voulais en venir. Il y avait des facilités quand même. Si j'ai pu faire une école d'ingénieur, c'est parce que j'en avais les capacités. Et que mes parents m'en ont donné les moyens aussi. Après, c'est comme le sport, quoi. C'est-à-dire que quand on fait des choses très difficiles sur le plan intellectuel, et les études d'ingénieur, les classes prépa sont extrêmement difficiles et fatigantes et éprouvantes, quand on est amené à avoir un entraînement intellectuel fort et qu'on s'entretient, et ben après, on garde cette capacité à apprendre toute sa vie. C'est comme un sportif, quoi. Quelqu'un qui va marcher des milliers de kilomètres, après, s'il s'entretient, il saura toujours marcher des milliers de kilomètres. Les gens qui ont fait leurs études et qui n'ont plus rien appris après, arrivés à 50, 60 ans, ils sont plus capables d'apprendre des nouvelles choses. Par contre, ceux qui ont bien forcé et qui gardent cet entraînement intellectuel, ils peuvent. Moi, je crois que c'est fondamental de se dire... tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui vont vers le sport et qui s'entraînent par plaisir, mais qui ne s'entraînent pas intellectuellement. Alors qu'à mon époque, on parlait de sport cérébral. C'est-à-dire qu'on joue aux échecs, on faisait plein de trucs qui font réfléchir, qui sont aussi difficiles que de faire du sport, mais qui développent aussi la capacité de raisonnement, la mémoire. Au Sénégal, les études sont très orientées sur la mémorisation, l'apprentissage du Coran, tout ça. Donc les gens, en général, ont des grandes mémoires. Ils ont des bonnes mémoires. Moi, j'étais étonné quand j'étais prof de voir. Mais en général, c'est sur le plan de la réflexion que ça ne va pas très loin. C'est-à-dire qu'ils ont des connaissances, mais si je peux me permettre, et ce n'est pas des généralités, parce qu'il y a plein de gens qui sont différents et qui sont très, très intelligents, mais en général, c'est sur le plan du raisonnement. Et je pense que c'est un manque d'exercice durant la scolarité. C'est le système de formation qui est fait comme ça. Moi, quand je donnais les cours de logique à l'IAM, je disais, il y en a qui vont faire des têtes bien faites, bien pleines. Moi, je vais essayer de vous aider à avoir une tête bien faite, c'est-à-dire à bien raisonner. Parce que ça, pour moi, c'est la clé, c'est toute sa vie de bien raisonner, détecter les opportunités, éviter les mauvais raisonnements, détecter les raisonnements des gens qui sont faux, bien analyser les choses, c'est fondamental. Mais ça demande sans arrêt, toute sa vie, d'avoir cet entraînement intellectuel. On a plein de biais cognitifs. Voilà, se méfier de ses propres raisonnements aussi, ça fait partie des choses importantes. Garder son objectivité, tout ça, quoi. Et juste pour finir, le rapport avec, par exemple, la vie personnelle, c'est que dans ces moments de doute, ça c'est un truc très important, ouais. Par rapport effectivement à l'équilibre à construire, en sachant qu'effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs que je parle de projet de vie, je ne pense pas que la vie professionnelle se suffise à elle-même, je ne pense pas aussi que ce soit vraiment possible de séparer les deux.
Et donc, est-ce qu'il y a aussi des erreurs dans la structuration ou dans l'équilibre à trouver entre les deux Alors, il y a une corrélation très forte. Moi, je vois, j'ai eu plusieurs vies professionnelles et j'ai eu plusieurs vies sentimentales, on va dire. Et il y a une corrélation très forte entre les moments où j'étais bien sur le plan personnel et où ça marchait sur le plan professionnel. Donc, peut-être que tout le monde n'est pas pareil, mais si je vois ma femme, ça fait plus de 10 ans que je suis avec elle, la boîte a 8 ans, et c'est pas un hasard. C'est-à-dire que dans les périodes où sur le plan sentimental ou personnel ça n'allait pas, ou familial ça n'allait pas, j'avais pas toute ma liberté de penser, toute toute ma tête qui était concentrée sur mon travail. J'étais trop perturbé par le plan privé, et du coup ça impactait mes performances, mes compétences, même mon goût pour le travail, etc. Parce que c'est très difficile de compartimenter, vraiment de séparer les choses. Il y a des gens qui arrivent à séparer complètement et il y en a d'autres. Moi, la paroi, elle est poreuse. Donc, je pense que pour réussir, c'est ce qu'on donne au conseil des jeunes entrepreneurs, hein, c'est de ne pas se lancer dans une boîte quand à la maison ça va mal. Hein. Il vaut mieux que tout aille bien. Quand on a la sécurité affective, quand on a la stabilité familiale et affective, en général, on a l'esprit qui est 100% disponible pour son travail. Mais sinon, tout s'interpénètre et ça ne va pas. Je pense qu'on peut clôturer sur ça et je pense que d'ailleurs c'est une excellente leçon. On ne peut pas séparer les deux et peut-être même que c'est extrêmement important de faire attention à cette partie projet personnel quand aussi effectivement on a des ambitions professionnelles importantes. Voilà, faut pas négliger, faut pas non plus que le travail prenne le pas sur la vie privée, ce qui est aussi le risque. Il faut pas négliger la vie privée, l'ambiance familiale et tout ça, parce que ça impacte obligatoirement la vie professionnelle. Donc il faut être, pour bien réussir, il faut aussi professionnellement, il faut aussi réussir, à mon avis, sur le plan personnel, sur le plan privé. Voilà, il faut toujours garder l'œil là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Patrice pour le temps. Et donc je rappelle que l'optique effectivement par rapport à cette logique d'émission, c'est vraiment de pouvoir construire un environnement où on peut échanger sur la construction du projet de vie. Les deux éléments extrêmement importants, le projet personnel, le projet professionnel, les questions de carrière, pour cette génération effectivement, surtout les millennials, qui fait face à des challenges qui sont spécifiques. Donc je vais peut-être vous donner rendez-vous à l'épisode suivant et on va continuer un peu dans cette dynamique. On va parler de succès, on va parler de réussite, on va essayer de définir ce que c'est dans le contexte sénégalais, dans le contexte africain par rapport à cet environnement un peu mondial. Et je vais surtout remercier Patrice pour le mot de la fin. Comment est-ce que tu penses qu'on peut traduire ça pour nos enfants? Comment est-ce que justement on est censé peut-être sur la base de ce qu'on a évoqué et qu'on a appris orienter nos enfants? Est-ce qu'il y a peut-être 2-3 mots qu'on peut caler c'est leur donner le sens des valeurs, c'est un fondamental parce qu'on ne sera pas toujours là pour les guider. Et donc il faut se dire comment leur donner des points de repère pour que dans leur vie, ils réussissent, ils se rendent heureux et ils fassent les bons choix. C'est ça un peu, parce qu'ils vont être livrés à eux-mêmes, tôt ou tard on ne sera plus là. Et donc j'ai donné quelques principes, apprendre toute sa vie, ne pas écouter. Pour moi, le plus important pour réussir sa vie, c'est de ne pas écouter ses peurs, qui font qu'on va rester cloîtré chez soi, mais plutôt aller explorer le monde et prendre des risques et écouter son courage. Écouter son courage, c'est essentiel. Il ne faut pas toujours voir le pire, il faut toujours un peu d'optimisme aussi pour réussir. C'est le regard que l'on va porter sur les choses qui va faire que ça va nous donner l'énergie suffisante pour les réussir. Voilà. Et une dernière chose que je voulais rajouter aussi, il faut se dire qu'on est toujours responsable de ce qui nous arrive. C'est vraiment fondamental. Il ne faut pas se dire qu'on est toujours victime des aléas des uns et des autres. C'est se sentir responsable. C'est ça que j'essaie d'inculquer à mes enfants et c'est les meilleurs conseils que je puisse leur donner. Voilà. Merci beaucoup et à très très bientôt. Donc épisode prochain, ne ratez pas. Merci.